Merci d'être là, bienvenue. Je suis très content de continuer l'invitation. Merci Florian. Je vais commencer par une histoire privée. Alors, les vendredis soirs à la maison, chez nous, on fait des soupers avec des adolescents, avec des ados, puis les amis viennent. Moi, j'aime beaucoup ça parce que je leur pose toutes sortes de questions sur des sujets auxquels je ne comprends rien. Particulièrement ce qui touche le numérique. En fait, il n'y a pas ça le numérique, là, mais en fait, on s'amuse à poser des questions qui sont très sympathiques. Et il y avait une question était, qu'est-ce qui est essentiel dans la maison? Parce que là, si on est serré, tout à coup, il faut qu'on coupe des dépenses, qu'est-ce qu'on garde? C'est quoi les services essentiels? Le premier mot qui est sorti, c'est Mathieu. Et son ami Alexandra, c'est Netflix. Ça m'a comme donné un peu un choc, c'est comme, ils n'ont pas dit TVA, ils n'ont pas dit Radio-Canada, ils n'ont pas dit non plus le frigo. Parce que je pense qu'on disait, ils ne font quand même pas de frigo. Alors que Netflix, dans leur tête d'adulte, qui pense que c'est pas un service essentiel. Mais ça soulève quand même pas mal de choses, puis je voyais dans donne deux statistiques, là, Google, le dernier trimestre, c'est 20 milliards de bénéfices. Facebook, 7 milliards à peu près. Ça se peut que je me trompe de milliards ou deux. Mais c'est vraiment des chiffres qui sont astronomiques. Le Devoir, c'est 1 milliard de bénéfices en combien d'années? Sur l'avenir. C'est quand même fascinant. C'est sûr qu'il y a un consensus général, je pense, chez tout le monde, que ça n'a pas de sens que Netflix ne fait pas de taxes, ne fait pas d'impôts. C'est sûr que ça n'a pas de sens. C'est sûr qu'il y a quelque chose de Uber. C'est comme Uber, c'est sûr que ça n'a pas de sens. Je suis pas sûr que ça en a encore plus aujourd'hui. Ça a un impact incroyable sur les institutions, un impact évidemment sur les diffuseurs. On en parlait avec Alain hier soir, avec Brian, avec tout le monde, l'impact sur les journaux. Je ne reviens pas là-dessus parce que c'est trop phénoménal. Hélène Messier n'est pas ici, fait que je vais dire un mot comme sur la production indépendante. Là. Je vais dire un petit mot sur le fonds des médias, parce que quand on est producteur indépendant, le fonds des médias, c'est un outil essentiel, c'est un outil essentiel dans le système. Puis ceux qui se rappellent de la télévision dans les années 80 se rappellent que, si on ne s'en rappelle pas, on peut chercher sur Internet. On se rappelle que dans les 30 premières positions sur les émissions les plus écoutées, ça a un impact culturel incroyable. Les 30 premières émissions les plus écoutées, il y en avait 29 qui étaient des émissions américaines. Aujourd'hui, les 30 premières émissions au Québec qui sont écoutées, c'est des émissions canadiennes, québécoises. Et les séries, la qualité de ce qui se produit en télévision québécoise est exceptionnelle. Elle est vraiment rendue à un niveau de qualité internationale. Moi, je suis tellement d'accord avec la ministre Toby que je n'ai jamais rencontrée, mais qui dit que l'avenir passe par l'exportation parce que le niveau de ce qui se produit ici est exportable. On regarde les séries danoises, on regarde les séries, ce qui se fait en Israël, des petits pays comme le Danemark, comme la Suède, comme la Norvège, comme Israël, qui font des séries qui sont exportées. Alors, le Québec, on commence à le faire, et c'est sûr que le Fonds canadien là-dedans, c'est un joueur fondamental. Ça a un impact aussi sur les contenus, l'effet numérisation. L'effet bulle dont parlait Suzanne est intéressant. Pendant la campagne américaine, je me suis abonné, je suis passionné par la politique en général, là, mais par l'information en particulier, mais l'information américaine. Et je me suis abonné à Fox News. C'est pas mon habitat naturel, mais Fox News, dans le slogan, est Fair and Balanced. C'est intéressant quand même. C'est vraiment ce qu'on fait le jour, c'est Fox News, Fair and Balanced. Ce qui n'est pas le premier mot qui vient l'expliquer quand on pense à Fox News. Je ne sais pas si Dominique Pais, tu as pensé au réseau de Québec, je ne sais pas. Il y a quand même un effet bulle incroyable parce que quelqu'un qui est abonné seulement à Fox News, il y a une vision du monde qui est assez, je vous suggère de faire l'essai, qui est assez inimaginable. C'est très, très particulier. Mais cet effet bulle n'existe pas seulement chez les gens qui sont les right-wing nuts qui écoutent Fox News. Ça existe partout. Et quand on s'informe seulement par Facebook, comme on a tendance à le faire, comme moi-même je le fais souvent en regardant mes trucs parce que je suis abonné à toutes sortes, j'ai toutes sortes d'amis et d'abonnements partout, puis c'est sûr que j'ai tendance à m'abonner avec des gens qui me ressemblent un peu. Je lis des commentaires sur Facebook, c'est sûr que généralement ça va dans un sens que moi j'aime bien, c'est pour ça que je lis des commentaires. À un moment donné, je finis par croire tout ce que je lis parce que je pense que c'est ça la réalité, alors que c'est pas ça la réalité.
c'est pas ça la réalité. C'est pas la réalité, c'est aussi Fox News, c'est mon point de vue à moi. Donc, c'est là que le rôle, l'impact sur les contenus, puis sur le sociétal, sur la société est bien important. Puis dans un autre souper, pour finir je vais faire de long discours, dans un autre souper avec la même gang d'ado, je demande c'est qui la plus grande vedette au monde? Je demande au petit cul, c'est qui la plus grande vedette au monde? Puis là, je m'attendais à Mohamed Ali, je ne sais pas le plan. Le premier répond, ça fait 1 an, je ne sais pas, ça a tout changé. C'est l'an passé. C'est PewDiePie. Mais c'est pas. Honnêtement, je sais plus, sûrement tout le monde sait c'est qui, mais moi je suis à Boosting. PewDiePie, c'est un blogueur suédois qui a une vingtaine de millions de followers sur Facebook, sur toutes les plateformes. Je trouve ça intéressant. Là, quand on pense à ça. 14 millions de revenus. 14 millions de revenus par. Personnellement. Bon, 14 millions de revenus PewDiePie, c'est pas mal. Mais c'est intéressant parce qu'on dit souvent qu'il faut garder une diffusion, des diffuseurs forts, des institutions fortes pour créer des vedettes, pour créer de la culture, pour créer de l'intérêt pour ce qu'on fait. Là, c'est quelqu'un qui est vraiment venu du Charo, un Suédois qui est connu partout dans le monde, qui fait des blogs. De mon point de vue, c'est totalement inintéressant, mais ça reste que c'est quand même une très grande star. Alors donc, il faut. Je sais pas, je finis pas sur une note d'optimisme, toute la question de la spécificité culturelle se pose qui aurait pu m'être adressé au passage. Vous savez, Le Devoir, c'est le seul quotidien indépendant au Québec qui n'appartient à personne, qui n'est à la solde d'aucun parti, d'aucune idéologie, et dont la mission en 106 ans aurait été d'accompagner les Québécois dans leur développement, pour ne pas dire leur émancipation. C'est un journal qui existe parce que les lecteurs y tiennent. Et quand on parle de la gratuité comme le paradigme qui s'est imposé dans la consommation de contenu culturel, chez nous, ce paradigme-là ne s'applique pas vraiment. Parce qu'on avait fait payer des gens pour le contenu et on les fait payer cher quand même. Le Devoir, c'est le journal qui coûte le plus cher en kiosque en ce moment sur le marché. C'est un journal qui a adopté un mur payant dès l'invention, dès la création de son site Internet en 1997. On aurait pu penser qu'on était visionnaire, mais Bernard Descoteaux lui-même, directeur à l'époque, disait on a fait un mur parce qu'on s'est dit si on donne notre contenu, on est mort. Et aujourd'hui, le mur payant existe encore. On a droit à 15 articles gratuits et ensuite on était invité à s'abonner. Et ce mur payant dont les gens dans l'industrie se sont un peu moqués revient à la mode, notamment au New York Times et ailleurs dans les grands médias. On réalise que l'information de qualité a un prix. Les bons journalistes, il faut les payer pour faire leur travail. Et par conséquent, l'information de qualité, on peut la monétiser. Et le miracle du Devoir, c'est 2 choses au fond. C'est l'attachement des lecteurs et l'attachement des lecteurs jusque dans leur mort. Moi, c'est très émouvant des fois, mais je reçois des lettres notariées avec un chèque. Et là, j'apprends qu'un monsieur est décédé et dans la succession testamentaire, il me lègue 5 000 $. Je reçois parfois des lecteurs qui arrivent avec leur canne, 80 ans, et qui disent « Monsieur Maire, je viens porter un chèque pour le Devoir, j'ai vendu ma maison, je suis en résidence pour personnes âgées, voici 5 000 $. Je pense qu'il n'y a aucun média au Québec qui peut compter sur un attachement aussi fort. Et d'ailleurs, l'an dernier, on a levé des revenus de philanthropie de 360 000 $. C'est pas rien. Et bien, dans le fond, les revenus d'abonnement chez nous, c'est 60 % du total. Notre ratio publicité-abonnement, c'est 60 abonnements, 40 % publicité. C'est mieux que partout ailleurs. Mais la publicité diminue constamment. C'est-à-dire que la part de publicité dans l'imprimé chute d'une façon importante et les revenus numériques ne compensent pas. Et ces revenus publicitaires-là sont encore importants pour soutenir la mission et les coûts d'opération. Et puisqu'on a des gens du gouvernement, de Patrimoine Canada ici, du gouvernement provincial, je dois vous dire qu'on a un malaise avec les politiques de placement publicitaire. Le gouvernement fédéral plaçait 20 millions de dollars dans les journaux canadiens il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est 500 000. L'argent s'en va directement sur Facebook et il échappe complètement aux médias locaux, aux médias nationaux. Alors, devant ce constat, nous, on s'est regroupés. On a une coalition, on va peut-être revenir en arrière d'eux.
il y a une coalition qui est née, dont je fais partie, Le Devoir, Capital Média, Transcontinental, Hebdo-Québec et l'Association des journaux communautaires anglophones. On s'est regroupé au sein d'une coalition pour la pérennité de la presse d'information au Québec. On regroupe, dans le fond, 190 éditeurs qui rejoignent 6 millions de Québécois par semaine. C'est à peu près 80% de la population québécoise qui, à un moment ou l'autre de sa semaine, prend nos contenus. Et on fait des demandes qui sont très semblables à celles que la Fédération nationale des communications a faites et l'Association canadienne des journaux. Et ces mesures sont des crédits d'impôt et des subventions sur la masse salariale. On emploie des journalistes, on leur permet de gagner leur vie. On est une industrie à part entière, le monde des médias. Donc, des crédits d'impôt sur la masse salariale, des crédits sur le développement numérique également. On est tous en développement. Quand on dit c'est des vieux journaux, vous n'avez pas pris le virage, je reste calme, on l'a tous pris le virage. Le Devoir, 97 sites web, on a une application de tablette, je m'apprête à lancer une application mobile. Donc, j'engage des frais importants dans le développement, tout en poursuivant l'exploitation d'une version imprimée parce que nos lecteurs y tiennent. Et je fais tout ça avec une base de revenus décroissante. Alors, il apparaît qu'un crédit d'impôt pour faire le développement numérique serait utile. Une exemption de la taxe sur le recyclage au Québec est une taxe épouvantable. C'est un véritable scandale, Recycle Québec. Vous savez, cette taxe-là, pour les joueurs dans l'industrie, elle a augmenté de 1000% en 5 ans. Trouvez-moi un citoyen ou une industrie qui accepterait une augmentation de taxe de 1000% en 5 ans sans broncher. Je n'en connais pas. Et c'est le lot de notre industrie. Et ce matin, on a appris que le tonnage de l'an prochain avait été encore revu à la hausse. Et on va payer une facture qui augmentera de 50% en 2017 par rapport à 2016. Et enfin, une exemption de la TVQ. Si le livre ne paye pas de TVQ, pourquoi pas les journaux? Et une politique de placement éthique du gouvernement. Les budgets publicitaires gouvernementaux chutent constamment. Et ça, ce n'est pas une mesure d'aide directe. Je dis toujours, à défaut de nous aider, essayez au moins de ne pas nous nuire et ramener les dollars de nos taxes et impôts dans les médias québécois ou canadiens. Parce que ces demandes sont aussi partagées par l'Association canadienne des journaux. Ce sont des mesures fondées sur des critères quantitatifs, c'est très important. Tenir l'état de distance, on y arrive comme ça. Il faut donner l'aide selon les masses salariales, le nombre de journalistes salariés, la part de marché, les tirages, des choses quantitatives. Si on va dans le qualitatif, c'est-à-dire on va aider les journaux qui font de l'information politique municipale, politique internationale, les journaux qui ne font pas de sport, mais là on permet à l'État de poser un jugement sur les contenus. Alors nous, il nous apparaît que les meilleures mesures sont quantitatives. Et le renouvellement de la politique culturelle nous donne une occasion en or d'inscrire l'importance des médias là-dedans. Parce que j'ai comparé aux audiences pour le gouvernement du Québec à Montréal en juin dernier. Et je leur ai dit, écoutez, la politique culturelle de 93 ne dit pas un mot sur les médias, mais elle parle constamment de mettre les créateurs et les artistes d'ici en contact avec leur public. Le mot à la mode aujourd'hui, c'est justement la découvrabilité. Écoutez, c'est pas Facebook qui va mettre Jean Leloup sur la map monde, comme on dit, ou Safia Nolin. C'est nous, les journaux, les médias locaux, nationaux, qui allons parler de nos artistes pour nos publics. Et donc, la politique culturelle, autant à Québec qu'à Ottawa, doit reconnaître l'importance des médias comme une courroie de transmission importante. Nous sommes finalement les gens de l'industrie qui met en contact un public et son créateur. L'aide à la presse, c'est pas un péché mortel. La firme MCE Conseil, qui a travaillé pour la FNC, a fait une recension des aides à la presse partout dans le monde. On constate qu'en Suède, Finlande, Suède, Norvège, ce sont les champions. La Finlande, 92 $ par habitant. Ici au Québec, Canada, on arrive à peu près à 3 ou 4 $ par habitant. C'est la moitié moins qu'aux États-Unis. Donc, je pense qu'on peut se permettre de faire un petit effort sans créer un précédent dans le monde occidental. La taxe unique sur le recyclage, voici ce qu'elle représente pour le Devoir. Et au fur et à mesure qu'on fait notre virage numérique, on se fait plomber par cette taxe-là. Moi, je la trouve injuste parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer un iPhone 7 à 1000 $ ou une tablette à 1200 $. Il y a encore des gens qui n'ont pas la littératie numérique et qui vont vouloir le journal papier livré à la porte. Nous, on se dit qu'ils ont le droit aussi d'avoir ce journal papier-là pour le temps que ça va durer. Alors, on demande l'abolition de cette taxe-là.
Les ventes publicitaires gouvernementales au devoir, ça ressemble à ça. Vous voyez, le gouvernement ne fait plus sa part chez nous et ne fait plus sa part nulle part aussi. J'ai parlé à mes collègues dans l'industrie, tout le monde constate des baisses radicales. Le pic de 2009, ça s'appelle H1N1. C'est un accident de parcours. Il y avait eu des campagnes, il y avait eu une psychose nationale qui nous a tous profité dans les médias. Mais on voit que la tendance est nettement à la baisse. Qu'est-ce que c'est notre industrie? L'état des médias. Bon, j'ai fait une recension des 10 dernières années. Les revenus publicitaires des quotidiens au Canada. On est passé de 3,68 milliards à 2,59 sur 10 ans. C'est une baisse de 40% de mémoire. 30% sur 10 ans. Aux États-Unis, il y a eu une crise à partir de 2008-2009. Écoutez, là-bas, on est passé de 47 milliards à 16 milliards. C'est un recul, pour ne pas dire un atterrissage brutal, 60% de baisse en 10 ans. Ça, c'est notre réalité à nous, les grands journaux. Le Pew Center fait des rapports qui sont excellents. On a une belle expertise ici avec le Centre d'études sur les médias. Mais on trouve des données dans ce rapport-là qui sont vraiment remarquables et qui sont transposables à notre réalité. Et ce que l'on voit, c'est des revenus de tirage qui sont assez stables. Dans le fond, les lecteurs qu'on perd dans nos versions imprimées, on les retrouve dans les versions numériques. On n'a jamais été aussi lu qu'en 2016 au devoir. Notre achalandage global est pas mal plus important aujourd'hui qu'il ne l'était en 1980. Mais la publicité, elle, continue constamment sa baisse. Qui empoche les revenus? Facebook, 30%, Google, 16%. Donc, on a deux compagnies qui empochent $1 sur 2 dans l'univers numérique. Dans mon jeune temps, on appelait ça un oligopole. Aujourd'hui, on appelle ça la beauté et la révolution et le plein potentiel et la neutralité. Trouvez tous les buzzwords que vous voulez. On ne réussit pas à reconnaître que les capteurs de la richesse publicitaire sont des multinationales étrangères et qu'ils accaparent l'essentiel du marché. Et ça, c'est le graphique que j'aime le plus. C'est un graphique de l'industrie américaine, mais je peux vous dire que si on faisait la même chose chez nous, on trouverait le même résultat. C'est que les dollars analogiques constituent encore le cœur de la base de revenus des journaux. Et les dollars numériques, même s'ils sont en croissance très forte, ne compensent pas pour la perte. Alors quand je vous dis qu'on ne retrouve pas le plein potentiel publicitaire en numérique, ce graphique-là, ce diagramme à bord l'illustre parfaitement. Voilà. Alors pour nous, il y a un sentiment d'urgence. C'est clair, quand je parle à Martin Cochon de Capital Média, à Gilbert Paquette chez Québec, on est tous conscients que si on n'a pas une aide à quelque part, un petit coup de main, direct ou indirect, il y a des joueurs qui ne vont pas passer à travers le prochain cycle. Je ne suis pas trop inquiet pour l'avenir du devoir. Le pire scénario pour moi, c'est que je vais être obligé de charger plus cher mon produit pour des gens qui veulent payer. Mais je vais freiner ma capacité de croître dans des nouveaux univers, en particulier chez des jeunes qui ne veulent pas payer pour l'information. Et je vais tout le temps compter sur des revenus de philanthropie. Et à tout prendre, le devoir va rester debout pendant que d'autres autour vont peut-être vivoter. Et il restera des très grandes entreprises de presse, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui ont des assises peut-être plus solides. Mais il y a un risque énorme. La non-intervention en ce moment va créer un risque énorme de lèse-diversité dans notre paysage médiatique. Et la concentration de la presse ici est quand même assez forte au Québec. Donc, des mesures d'aide transitoires, n'excédant pas 5 ans. On a mis un début et une fin à nos demandes, 5 ans maximum, pour nous permettre de poursuivre le virage numérique. Ça nous apparaît très raisonnable dans les circonstances. Et enfin, je vous inciterai aussi à réfléchir sérieusement au financement de la culture à l'ère du numérique. On a beaucoup de consultations, débats, autant au Québec qu'à Ottawa, et il m'apparaît qu'il y a un principe fondamental qu'on a réussi à établir il y a très longtemps. C'est-à-dire que les entreprises qui profitent, qui bénéficient des contenus médiatiques ou culturels, devraient faire partie de l'écosystème de financement. Et l'industrie culturelle au Québec et même au Canada, c'est une création de l'État. Ça n'existerait pas si on n'avait pas eu des institutions fortes, des crédits d'impôt, des quotas à certains moments. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un moment de grande disruption. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ne font pas partie de l'écosystème, qui ne contribuent pas vraiment au financement, mais qui profitent aussi des contenus parce qu'ils se retrouvent sur toutes les plateformes, Google, Facebook et compagnie. Alors c'est une question qui est très difficile, qui est parfois insoluble,
Ça ne se limite pas à vouloir taxer bêtement Netflix et passer à autre chose. C'est plus complexe que ça. Mais il faut vraiment se saisir de cette problématique qui est très réelle. Il faut considérer aussi dans les programmes d'aide maintenant qu'un contenu est un contenu, que les frontières traditionnelles entre les différents médias sont tombées. Demain matin, moi, je me lance dans la vidéo pour devoir. Et j'ai accès à aucun crédit d'impôt, aucun programme. Je ne peux pas être un producteur ou un diffuseur au centre des politiques culturelles actuelles. J'ai un projet fantastique que je veux faire avec un cinéaste de renom au Québec, des capsules vidéo. Ce cinéaste, s'il le faisait dans le traditionnel, il aurait accès à plusieurs guichets de financement. Quand il est venu chez nous, on a regardé tout ça, on a dit on ne peut rien t'offrir, on ne peut rien aller chercher, sinon qu'essayer de le faire socio-financier. Alors, il faut être capable de donner accès. Dans le numérique, on est tous sur des plateformes multiples. Radio-Canada me concurrence à l'écrit quand ils font de l'information sur leur site web. J'essaie de concurrencer minimalement la télé quand je fais des capsules vidéo. On est tous un peu sur un même pied d'égalité à l'ère du numérique. Et donc, les programmes d'aide, les crédits d'impôt, les mesures gouvernementales de support à la création devraient s'appliquer d'une manière plus universelle à tous les médias. Alors, je suis persuadé d'avoir dépassé mon 8 minutes. Je m'en excuse et je cède la parole à M. Sazou. Bonjour. Je remercie les organisateurs pour cette invitation à venir discuter d'un sujet qui est non seulement d'actualité, mais qui inspire nos réflexions et nos actions quotidiennes chez Québécois. Les usages, les technologies étant en constante et rapide évolution, c'est pour nous un défi incessant d'adapter nos modèles d'affaires. Il n'y a d'ailleurs pas de meilleur exemple de cela que les 9 transactions qu'on a conclues au cours des 2 dernières années par lesquelles on a consolidé notre présence dans certains secteurs, investi de nouveaux secteurs et quitté d'autres secteurs. Les gouvernements, eux, n'ont pas la même chance que nous, si on peut parler de chance, car ils ne peuvent pas bouger aussi vite. C'est pourquoi je me permets aujourd'hui de saluer le courage du ministre du Patrimoine canadien, M. Joly, qui a, comme vous le savez, lancé une grande consultation cette année sur le contenu canadien à l'ère du numérique, dans laquelle, selon ce qu'elle dit, tout est sur la table. Je tiens également à souligner les consultations menées par le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Luc Fortin, relativement au renouvellement de la politique culturelle du Québec. Ce sont 2 exercices qui sont très importants pour la société. Ces 2 consultations nous ont amené à nous questionner de façon encore plus précise sur l'environnement subventionnaire et réglementaire les plus appropriés à la lumière des tendances que l'on voit prendre. Aujourd'hui, en entrée de jeu, je me permettrai donc de vous brosser un bref tableau des principales tendances qui influencent notre environnement d'affaires, puis d'y de quelques recommandations sur les moyens d'y faire face. Bon, la première tendance, je pense qu'on en a beaucoup parlé ce matin, c'est la baisse du marché publicitaire canadien. Conformément au changement d'habitude de consommation de la population, on a assisté au cours des dernières années à une migration des dépenses publicitaires des médias traditionnels vers les médias numériques. Brian, tantôt, a parlé particulièrement des journaux, mais nous, on regarde dans tous les secteurs. Selon une analyse qui a été effectuée par Québécois pour la période 2014 à 2017, les médias traditionnels au Canada ont vu leur revenu publicitaire amputé d'environ 1,4 milliard de dollars, alors que les médias numériques vont voir leur revenu augmenter d'environ 900 millions de dollars. Donc, on voit déjà que les investissements médias totaux pendant cette période-là vont avoir diminué au Canada. Par ailleurs, la réalité qui se cache derrière ces 2 chiffres-là, elle est beaucoup plus inquiétante, parce qu'on estime en fait que 86% des dépenses publicitaires canadiennes sur les médias numériques, de 900 millions, là, sont effectuées sur des sites américains comme Google et Facebook. C'est ainsi qu'à chaque année, il y a plusieurs centaines de millions de dollars qui échappent aux médias canadiens et qui peuvent plus servir à financer la production de contenu. La deuxième tendance qu'on observe, c'est la montée des services OTT. Avec plus de 5 millions d'abonnés au Canada,
Netflix est devenu la tête de proue d'un mouvement vers l'écoute des services par contournement, les OTT, comme on les appelle avec leur acronyme anglais, qui est passé de 2,4 heures par semaine en 2010 à 7 heures en 2015, une augmentation de 192%. C'est une tendance qui a des répercussions importantes sur les services de télédistribution et par le fait même sur la disponibilité du financement audiovisuel qui découle des contributions qui sont versées par ces services au Fonds des médias du Canada. La troisième tendance, c'est le cord cutting. On en a discuté depuis longtemps comme une menace potentielle, mais là, le cord cutting, c'est devenu une réalité indéniable. Alors que selon le CRTC, plus de 280 000 ménages canadiens se sont désabonnés des services de télédistribution canadiens en 2012 et 2015. Ce phénomène-là, bien sûr, ça entraîne des pertes de revenus qui sont traduites également par un recul des bénéfices d'exploitation des câbles distributeurs québécois qui sont passés de 230 millions de dollars en 2010 à 149 millions de dollars en 2015, soit une baisse de 35 %. La quatrième tendance qu'on voit, c'est les difficultés des chaînes de télévision généralistes. D'un bénéfice net de 156 millions de dollars en 2011, c'est désormais une perte de 141 millions de dollars que les chaînes de télévision généralistes privées canadiennes ont dû éponger en 2015. Au Québec, pendant cette même période-là, de 2011 à 2015, on est passé d'un bénéfice net de 31 millions de dollars à une perte de 79,3 millions de dollars. À lui seul, le réseau TVA a vu ses revenus publicitaires passer de 235 millions de dollars en 2011 à 200 millions de dollars en 2015. En conséquence, on a vu les budgets des séries télévisées diminuer. Aucun diffuseur privé québécois ne pouvant plus se permettre dorénavant des séries dramatiques qui coûtent plus de 500 000 de l'heure. Même des formats qu'on croyait jusqu'ici immunisés contre les intempéries, comme par exemple les grands plateaux de variété, doivent aujourd'hui faire l'objet de rationalisation, tant les coûts sont à la hausse et les revenus en décroissance. Conséquence de tout ça, c'est qu'il se fait moins de séries, avec des plus petits budgets, et on doit compenser la production originale par du contenu étranger acheté à meilleur prix. La cinquième tendance, c'est la concurrence du diffuseur public. Pendant que les diffuseurs privés en arrachent, CBC Radio-Canada passe d'une situation financière nettement plus enviable, en raison notamment de la récente injection de 675 millions de dollars à laquelle s'est engagé le gouvernement canadien. Ne se gêne pas pour donner une concurrence effrénée aux chaînes privées. CBC Radio-Canada peut désormais se porter acquéreur de séries comme District 31, qu'un diffuseur comme TVA ne peut pas se permettre en raison de ses coûts trop élevés. De la même façon, Radio-Canada acquiert des séries américaines comme Empire, Unreal, en faisant de la surenchère sur les autres diffuseurs privés québécois. Puis, non satisfaite de son enveloppe parlementaire assez garnie, Radio-Canada se permet également de livrer une guerre de tarifs publicitaires ciblés et systématiques. Enfin, on pourrait aussi se questionner sur le bien fondé de rendre la programmation du diffuseur public disponible sur Netflix et iTunes. Ce faisant, Radio-Canada encourage les Canadiens à délaisser les distributeurs canadiens qui financent le contenu d'ici au profit de géants mondiaux qui ne contribuent rien à l'économie d'ici, qui ne prélèvent même pas de taxes de vente sur les produits. Dans le contexte actuel qu'on vit, c'est le virage OTT des entreprises canadiennes qu'il faudrait plutôt soutenir parce que le jour où il n'y aura plus de plateforme de distribution canadienne, on va avoir perdu le contrôle sur le positionnement des contenus canadiens. Enfin, la sixième tendance, c'est l'explosion de la consommation de données. Pour les dernières années, les principaux fournisseurs de services Internet et mobiles canadiens ont vu la consommation de données sur leur réseau augmenter à un rythme effarant. Du côté de Vidéotron, on parle de plus de 50% par année. Cette augmentation-là s'explique avant tout par la consommation accrue de contenu culturel numérique, dont la montée des fournisseurs OTT comme Netflix, qui à lui seul représente 34% l'utilisation de la bande passante en heure de pointe sur les réseaux Internet canadiens. En conséquence de la hausse de consommation de données, Vidéotron doit constamment investir davantage dans le maintien, dans le développement de ses réseaux. Vidéotron va devoir investir près de 500 millions de dollars dans ses réseaux filaires et sans fil en 2016, 64% plus qu'il y a 3 ans. C'est d'ailleurs plus de 200 millions de dollars que Vidéotron va devoir investir au cours des 3 prochaines années, uniquement pour faire face à la consommation de Netflix, qui ne paye rien pour l'utilisation de la bande passante,
contribue pas au réseau et qui, comme on le dit, ne facture ni TPS ni TVQ. Ces 6 tendances-là ont tout en commun de réduire la capacité d'une entreprise comme Québécois de générer des fonds capables de soutenir l'essor du contenu d'ici. Si rien n'est fait, l'avenir qui nous attend, ça peut ressembler à un paysage médiatique dominé par Netflix et Radio-Canada. Que faire donc? D'abord, Netflix et les autres fournisseurs étrangers de biens numériques vendus aux Canadiens devraient être tenus de prélever les taxes de vente aux frais de leurs clients canadiens. Le non-prélèvement, ça représente une concurrence déloyale pour les entreprises canadiennes qui ont des produits similaires. C'est insensé que Vidéotron et Club Illico facturent 9,99 plus TPS et TV que leurs clients québécois, alors que ces mêmes clients québécois-là payent 9,99 sans taxe si ça va à Netflix. Ensuite, on croit qu'il faudrait réviser, clarifier le mandat de CBC Radio-Canada pour assurer qu'elle agisse en complémentarité et non en concurrence avec les diffuseurs privés. Pour ce faire, le gouvernement pourrait s'inspirer du travail qui est effectué au Royaume-Uni cette année dans le cadre du renouvellement de la Charte royale de la BBC. Nous retenons de cet exercice-là la nécessité d'exiger que le diffuseur public soit tenu d'offrir une programmation qui soit distinctive par rapport à l'offre des diffuseurs privés. Troisièmement, le point qui est important que le CRTC s'assure qu'il y ait des allègements réglementaires pour les entreprises de distribution et les télédiffuseurs canadiens. Le but ultime étant de leur fournir la flexibilité nécessaire pour faire concurrence aux géants mondiaux et aussi maintenir les Canadiens à l'intérieur du système de radiodiffusion. Enfin, plusieurs groupes se sont récemment prononcés en faveur de l'institution d'une taxe auprès des fournisseurs d'accès Internet en vue de pallier aux difficultés de l'une ou l'autre industrie culturelle. Une telle mesure ne serait pas, selon nous, souhaitable et pour un grand nombre de raisons. D'abord, comme je l'ai mentionné précédemment, les fournisseurs d'accès Internet doivent actuellement investir des centaines de millions de dollars chaque année pour faire évoluer et développer leur réseau afin de répondre aux besoins des consommateurs. Puis, piger dans les poches des fournisseurs d'accès Internet, ça entraînerait donc nécessairement une réduction des investissements dans les réseaux Internet qui résulterait en des réseaux moins performants pour les entreprises, les individus et les créateurs canadiens. Puis, de la même façon, une taxe Internet, ça entraînerait une hausse de la facture des consommateurs, réduisant ainsi l'accès à un service dont on peut plus se passer aujourd'hui. C'est donc quelques propositions qui, selon nous, devraient être mises en place pour assurer que les entreprises québécoises et canadiennes continuent de pouvoir jouer leur rôle clé dans le financement, la production, la mise en marché du contenu culturel d'ici dans un monde numérique. Merci. Merci, Serge. Une position qu'on connaissait. C'est assez clair. Oui, c'est ça. Moi, j'avais une question que je vais vous poser tantôt. Comme Hélène Messier n'est pas là, j'aurais demandé de dire quelques mots comme si j'étais producteur indépendant. Alors, j'en profite pour le faire, vraiment 2 mots. Ce qui est fascinant quand on prend un peu de recul, parce que je l'ai dit, puis je fais moins ça maintenant, mais c'est fascinant comment c'est petit les industries québécoises, les canadiennes, même Québécois, c'est une grosse entreprise, mais ça reste que sur le plan mondial, c'est pas un géant. Puis Radio-Canada non plus, c'est pas un géant. Alors, c'est des fois quelque chose d'un peu. Quand on fait un voyage, puis on regarde ça un peu de loin, c'est un peu étonnant des fois de voir les discussions Radio-Canada contre Québécois. Ça, moi, ça me fascine parce que je trouve que, c'est un statement général, mais je trouve que ce serait mieux si ces entreprises-là étaient pas seulement complémentaires dans le sens qu'on donne à Radio-Canada des patentes plates et pas payantes, là, dans le sens que il y a moyen, c'est pas gros le Québec, c'est pas gros, défendre la culture canadienne et la culture québécoise, c'est un défi qui devrait être le défi de tout le monde. Et je me dis, il y a peut-être moyen de trouver quelque chose qui fait que ça peut travailler ensemble mieux. Ça me fascine de voir que le Show Me a fermé. Puis c'est vrai que c'est quand même curieux que Radio-Canada soit je ne suis pas commentateur, là, mais que Radio-Canada fasse un excuse-moi, Florian, c'est les gars, mais comme que Radio-Canada distribue des produits sur Netflix, ou je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a pas moyen de créer un show québécois, il y a moyen de faire quelque chose qui
qui soient travaillés ensemble, mais je n'ai pas le temps de faire ce débat-là. C'était mon mot de LNS. Mais il y en a un chez nous québécois qui s'appelle Cobilico. Oui, mais ça, c'est ça. Jean-François Gagnon. En fait, c'est certain que je vais vous présenter en fait une certaine vue qui est très différente, en fait, une vue dans laquelle il y a peu de problèmes. C'est la vue sur laquelle, en fait, que notre entreprise, en fait, on a décidé d'adopter, ça fait déjà plusieurs années, quand on a vraiment pris la décision, en fait, de davantage contribuer avec notre expertise à l'épanouissement et au développement des offres ou des services de consommation de contenu que les citoyens, que les consommateurs aiment utiliser. C'est la principale raison qui nous a amené vraiment à déplacer progressivement, en fait, nos offres commerciales, nos offres d'expertise vers une région très particulière dans le monde, en fait, qui est la Californie, qui est la vallée. Donc, quelque part entre San Francisco puis Los Angeles. Ça fait déjà 5 ans qu'on a entamé ce périple-là. Et je disais pas plus tard que seul matin, qu'il y a plus de revenus qui est généré dans le secteur de la vallée qui provient du domaine des médias que des revenus qui sont générés dans le modèle des entreprises médiatiques qui sont plus considérées des entreprises de la côte Est. Donc, il y a plus de revenus publicitaires qui sont générés dans un très petit nombre d'entreprises qui proviennent en fait des entreprises très récentes du domaine numérique. Puis quand on dit des entreprises, en fait, il y en a deux. C'est Facebook et Google qui représentent la plus grosse portion. Donc, pour nous, de prendre la décision en fait, d'utiliser une expertise qui a été développée ici grâce à une structure, un ensemble de mécanismes de support qui étaient connus au niveau du support de la production de contenu, au niveau des crédits d'impôt à la recherche et le développement, puis vraiment s'inscrire dans une démarche de dire, ben, plutôt que de se mettre dans une position soit de survie ou en porte-à-faux avec ce qui se passe vraiment, on va plutôt devenir en fait un acteur, puis un acteur, je ne sais pas dire important, mais on a développé une expertise qui nous permet en fait de vraiment jouer un rôle assez important sur la mise en place des services de consommation de contenu numérique, soit qui sont autant en fait opérés par, je dirais, des entreprises un peu comme Vidéotron. Donc, aux États-Unis, on les appelle les MVPD, donc les câbles distributeurs, les opérateurs de services de télévision sur écrit, d'une part, mais aussi en fait avec des entreprises qu'on appelle plus digital native, qui exposent en fait le contenu numérique via des modes de contournement. Ça nous a permis en fait d'être exposés, ce plan-là, à une quantité d'opportunités qui sont vraiment qu'on juge exceptionnelles. D'avoir accès à l'information sur comment on peut permettre l'accès le plus judicieux à des contenus qui sont les plus susceptibles d'intéresser un individu ou un groupe d'individus. Il y a beaucoup d'informations en fait, qui vient de ça. Et c'est de l'expertise qui, on souhaiterait le plus possible, en fait, puisse être utilisée dans un environnement, disons, plus local. Donc, on est dans une approche où on a vu des bouleversements en fait, débuter. Il y en aura d'autres. On est vraiment juste au début. On avait une expertise très intéressante, très nichée au niveau, en fait, de la conception de produits technologiques et de solutions technologiques qui favorisent la consommation des contenus numériques, qui nous a permis de développer des liens d'affaires avec les Spotify, avec Netflix, avec toutes les entreprises dont vous parlez, en fait, et qui, pour des raisons différentes, en fait, bouleversent drastiquement les règles du jeu. Mais ça nous a permis de comprendre ce que les gens font
que les gens, c'est des citoyens, là, c'est tout le monde. Là. C'est pas des industries, c'est pas des gens qui ont des intérêts, c'est pas... Ce point de vue-là, je pense qu'il est très important, surtout dans un contexte plus gouvernemental. Mais une fois que nous, par exemple, puis je parle de l'EVM, mais je pense qu'il y a quand même plusieurs entreprises dans ce secteur-là, comme la nôtre, une fois que nous, on établit ces ponts-là avec ces entreprises dont on parle, qui ont des comportements XYZ, mais ce qui est intéressant, c'est que la réelle opportunité, c'est qu'on devienne une boîte d'accès à ces entreprises-là, qui sont, à plusieurs égards, la façon dont elles sont dépeintes au niveau de leur comportement, au niveau de l'impact sur la fiscalité, au niveau de l'impact sur les revenus, au niveau de... C'est des gens qui sont fondamentalement parlables, qui ont un plan d'affaires clair, qui ont un objectif qui est d'amener en fait les meilleurs contenus indépendamment de la culture des gens, parce que l'aspect culturel n'est pas un facteur de décision dans la consommation des contenus, autant qu'on peut le penser. Quand j'ai un exemple par rapport à ça, à 10 millions de dollars l'épisode, la production de Crown, je ne sais pas si vous avez vu en fait de Netflix, c'est il y a très peu de modèles d'affaires qui supporteraient la prise de risque à ce niveau-là. Mais il y en a une compagnie qui le fait, puis il y en a pas d'autres progressivement qui vont le faire aussi. Puis c'est un des avantages, en fait. C'est un des avantages de voir ces entreprises-là, indépendamment, en fait, de la conséquence qu'ils amènent. C'est un des avantages de voir la conséquence que ça amène sur une industrie quand on donne exactement, en fait, aux consommateurs ce qu'ils veulent. Puis ça, je parlais rapidement, en fait, avec Suzanne tout à l'heure, on est encore... Ça vient des expériences qui sont faites. C'est sûr que c'est des expériences qui sont faites par des gens qui ont des moyens exceptionnels, mais il y a beaucoup à apprendre de ça. Je pense qu'on est dans un modèle où, dans tous les bouleversements, encore une fois, la notion de freiner la transition, de freiner l'évolution, ça m'apparaît difficile, quoique je peux comprendre nécessaire, mais de notre point de vue, en fonction de ce qu'on a, ce qu'on réussit en fait à amener dans un marché extérieur, en fait avec des compagnies américaines, des compagnies internationales qui ont un impact global. Si c'est difficile pour nous de prévoir vers où à la fois l'évolution des comportements de consommation va, puis aussi si c'est difficile pour nous de comprendre et d'essayer de s'adapter à quels vont être les modèles d'affaires, quels vont être les modèles de revenus que même nous, on va adopter pour supporter ces entreprises-là, parce que ces entreprises-là qui sont nos clients ne nous aident pas. Ils sont aussi dans un mode d'apprentissage. Donc, c'est très fragile. C'est un point qui est important. C'est derrière toutes les opportunités qui sont ouvertes, comme les opportunités nous amènent à prendre des risques, donc c'est très fragile. Je pense qu'il n'y a aucune mesure gouvernementale partout à travers le monde qui peut remplacer le courage nécessaire des entrepreneurs pour vraiment participer puis trouver une façon en fait de régler les problèmes. Ça, c'est clair. Puis, ouais. On réagit. Ça fait Mais, voilà. C'est un peu le point que je voulais amener. En fait, l'idée, c'est qu'à travers les bouleversements, il y a toujours des gagnants et des perdants, mais je pense qu'il ne faut pas le voir de façon aussi binaire que ça. À un moment donné aussi, quand il y a eu le bouleversement beaucoup trop rapide, il faut être dans un mode, d'écouter, d'essayer. Puis d'essayer, en fait, c'est vraiment... la pire chose à faire, c'est d'écouter, attendre, analyser, puis prendre une décision de façon à réglementer, puis de réglementer à outrance. Puis cette réglementation-là à outrance empêche de trouver des bonnes solutions, des solutions qui sont pérennes et durables. Voilà. Et merci. Merci beaucoup, Jean-François. C'était fascinant pour l'intervention. Ça soulève beaucoup de choses, mais entre autres, tu as dit quelque chose que je trouve très intéressant, qui est ça ne donne rien de s'opposer au changement puis au de flou un peu, puis il y a quelque chose de vrai là-dedans. Il y a quelque chose d'un peu. J'entends des gens quand on parle des gens
Salut. Les gens on parle beaucoup de défense de la culture québécoise, puis on parle beaucoup de. Il y a des gens qui parlent même symboliquement de créer un mur autour. Il faut se défendre, il faut des murailles, il faut se protéger. À quelque part, il y a quelque chose contre lequel il n'y a rien à faire. Alors, aux États-Unis, il y a un gars qui a été élu en disant on va créer un mur pour se protéger contre les invasions, mais c'est un peu la même affaire. C'est un combat perdu d'avance. En même temps, ça devient, ce que ça soulève, c'est effectivement les gens qui c'est une bonne série. Ça coûte 10 millions d'épisodes, c'est sûr que ça aurait été dommage, c'est pas vraiment mauvais. C'est bien fait, mais tu sais, pour vrai, 10 millions de dollars de l'épisode, c'est quelque chose qui est totalement inatteignable chez un producteur québécois, puis ça arrivera pas chez un diffuseur québécois non plus, pas le jour. Mais on peut quand même faire des choses de très belle qualité, puis oui, il faut quand même exporter, puis il faut quand même tirer notre épingle du jeu là-dedans, puis bravo pour ce que vous faites chez Adriel. Mais ça soulève quand même quelque chose qui est très politique. Tu sais, c'est un choix de société et quelle sorte de société on veut avoir. C'est pour ça que les consultations actuelles sont importantes. Parce que ça devient des choix. Tout le monde, ça, mon observation tantôt sur Québécois de Radio-Canada, c'est un peu ça. Des fois, je crains qu'on soit comme des gars qui font un meeting sur Titanic sur qu'est-ce qu'il faut faire pour décorer les trucs. Tu sais. Alors, c'est quand même très, très sérieux ce qui se passe. Et c'est pour ça que je trouve ça formidable que cette réunion-là. Je me permets. Je participe à quelques trucs de cette nature-là. Oui. On prend le temps, comme on dit. Puis, je trouve qu'il y a un truc qui me frappe vraiment beaucoup, c'est une confusion des genres. Il y a vraiment un point qui me fascine, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est toute la notion d'industrie créative, d'industrie culturelle, puis c'est vraiment de comparer des pommes et des poires. Notre entreprise, c'est juste le point de vue d'entreprise privée. On a le ministère du patrimoine, puis on a Industrie Canada. Industrie Canada qui a des politiques d'intervention industrielle très ciblées, puis il y a des programmes très spécifiques. Puis à la limite, il y a beaucoup de ces discussions-là que je trouve qu'on a qui relèvent davantage du domaine des affaires, du commerce, de l'entrepreneuriat. Au niveau culturel, il y a quelque chose de particulier, c'est toute la production du bien culturel, la production des œuvres. Puis à la limite, est-ce que ça peut s'industrialiser? Je ne pense pas. Il y a un élément très... c'est un point de vue, là. C'est toute une notion de chaîne de valeur. La problématique, c'est que les coûts de bouleversement, il n'y a plus de supply chain. Toute une chaîne de valeur, c'est ça qui est clair. Il faut vraiment mettre à la place les différents niveaux d'aide aux endroits, en fait, où ça fait plus de sens. Alors, la discussion a commencé, c'est bon. J'ai goûté d'essayer, si vous êtes, ça. Non, mais je vais juste expliquer à ce que tu as dit, Philippe. C'est bon. Non, pas là-dessus. Écoute, sur Radio-Canada, je veux juste clarifier. On croit à Radio-Canada, on croit à un radiodiffuseur public base, mais dans le contexte actuel, où on doit tous prendre un virage, se positionner, ça prend un meilleur équilibre entre le radiodiffuseur privé et les radiodiffuseurs privés. Parce que si les radiodiffuseurs privés disparaissent, là, tout le monde va en partir. C'est toute l'industrie, c'est les producteurs, c'est les créateurs, c'est les artistes, tout le monde va en partir. C'est pour ça qu'on doit redéfinir le mandat de Radio-Can pour qu'il agisse en complémentarité, non pas en concurrence avec les radiodiffuseurs privés, ce qui se passe en ce moment. Et puis je pense que ce qui se passe, il y a un bon exemple, ils le font là, au Royaume-Uni, avec la charte de BBC. Ils veulent s'assurer que la programmation de BBC soit complémentaire et non pas en concurrence avec les radiodiffuseurs privés. Ils ont même accordé à Ofcom, qui est l'équivalent britannique du CRTC, un pouvoir de s'assurer que la programmation est distinctive. Moi, je pense que dans le contexte actuel, si on veut assurer la pérennité du système de radiodiffusion canadien, de la culture canadienne, ça prend un système similaire. Écoute, je suis neutre, je suis le modérateur. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Suzanne, Tu m'as toujours appelé Suzanne. Ça me dérange pas d'entendre. C'est ton côté derrière quoi. C'est ça.
Premièrement, j'aimerais souligner la participation de Québécois à ce genre de discussion-là. Il y a beaucoup de joueurs dans ce secteur-là qui ne se présentent jamais au table. Alors, moi, je trouve vraiment ça intéressant et je salue pas le courage, l'implication de notre ami Serge là-dessus, parce que je sais qu'il a cet intérêt-là de venir dire les choses. Vraiment, je trouve ça très intéressant que les Québécois soient là à ces tables-là. Ils sont même membres de l'ADIS, they're back. Et Jean-François aussi, tu as quand même un point de vue intéressant. On va essayer de donner des outils pour te faire pardonner d'être l'instigateur de tous ces mots-là dans notre univers. Pour moi, premièrement, un n'exclut pas l'autre. Que The Crown existe, c'est tant mieux, j'en suis la première, je trouve ça intéressant, mais ça ne veut pas dire que c'est juste ça qui va exister non plus. Je pense que c'est ça qui est important de dire. Peut-être que c'est juste Netflix est capable de se permettre ça, mais ça ne veut pas dire que ça doit prendre toute la place de la proposition culturelle. Je pense que qu'est-ce qui est important, c'est de trouver l'équilibre où The Crown va exister, mais que nos séries dramatiques québécoises vont aussi avoir les moyens d'exister, notre musique va pouvoir avoir les moyens d'exister. Et quand j'entends la ministre du Patrimoine canadien, hier, dire qu'en musique, on est les 3e exportateurs de musique dans le monde, puis elle cite Justin Bieber, Drake, The Weeknd, comme s'il n'y avait pas de problème, justement, qu'on était. Mais c'est toutes des entreprises, des artistes qui sont associés avec des multinationales, il n'y a rien de mal à ça, mais en même temps, on ne peut pas. Il faut occuper notre territoire culturel aussi autrement. Ça prend des Jean Leloup, ça prend des Safiane Dolin, ça prend un contexte qui permet à ces artistes-là aussi d'exister. Il y aura toujours des Justin Bieber, des Céline Dion, des machins, qui intéresseront les multinationales, parce que le multinational veut dépenser le moins d'argent possible sur un artiste, mais le faire rayonner le plus largement possible. Ben, pas moins d'argent, je veux dire. Il veut imposer le même artiste sur le plus de marchés possible. Mais il y a des artistes locaux, il faut que ces artistes-là aient la chance de vivre dans leur territoire aussi. Donc, quand on parle d'exportation, l'exportation, c'est bon pour certaines catégories d'artistes, c'est pas bon pour tout le monde. Et si la seule panacée qu'on trouve à tous les maux de la terre, c'est l'exportation, malheureusement, on va se retrouver avec 3 artistes canadiens en chanson, 3 films, 3 séries télé, 3 livres, puis c'est ça que la diversité du net, c'est ça que le net nous aura donné comme diversité, ce sera très, très, très triste. Je pense que ça, moi, il faut trouver cette façon de faire coexister là, que ça soit possible, parce que oui, les frontières tombent, mais pas les barrières. Les barrières, ils sont toujours là. C'est une belle phrase, c'est pas de moi, c'est de Hélène Messier, je pense, quand j'ai lunché avec elle a dit ça. Les frontières tombent, mais pas les barrières, et je trouvais ça totalement exact. Et en culture, il me semble que ce qui m'a fait réagir beaucoup de ce que tu as dit, Jean-François, je te trouve très sympathique, quand tu as dit qu'il faut donner aux consommateurs ce qu'ils veulent. Ça me... En culture, tu as dit ça, tout ça. Non, il faut apprendre. Il faut apprendre de ce que les consommateurs. OK, mais c'est pas ça que tu as dit, mais c'est pas grave. Mais de toute façon, tu leur diras après. Mais de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on entend. Mais je pense qu'en culture, on ne crée pas par sondage. Hein? On ne dit pas, mon Dieu, les gens aiment le hip-hop, on va faire du hip-hop. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On a une proposition artistique qui émane d'artistes, et le rôle du gouvernement, c'est de faire en sorte que ces artistes-là trouvent leur public. Parce qu'il n'y a pas un public, il y a des publics. Il y a le public de Samian, il y a le public de Coriac, il y a le public de Jean Leloup, et la politique culturelle doit faire en sorte qu'il y ait des conditions gagnantes pour que cette création-là puisse se régénérer. Et ensuite, c'est le rôle du gouvernement de faire en sorte que ces publics-là, il y ait des passerelles suffisantes qui trouvent leur public. Et tout ça dans un monde où, oui, The Crown peut exister à 10 millions d'épisodes. Moi, je pense que quand on est un gouvernement, c'est ce à quoi il faut s'attaquer. Notamment dans le politique culturel. Encore 2 minutes de clé. Ah oui. Après ça, on va aller voir ce que Juste intervenir sur quelques points. D'abord, vous
faut rappeler avant que je commence que le Fonds des médias du Canada est un organisme à but non lucratif indépendant, financé seulement à 40% par Patrimoine canadien et à 60% par les entreprises canadiennes de cardio-distribution, celle de M. Sazé ici. Je trouve que tu fais un peu trop d'opposition, Solange, dans ton entre disons, The Crown et Safia Nolin. Je pense, moi, je répète ce que j'ai dit au départ, je crois au soutien à la culture, je crois que c'est notre devoir, je crois à la réglementation, je crois que tous les joueurs dans le système doivent apporter une contribution. Je pense, comme Philippe l'a dit, le Fonds des médias, que je félicite, mais notre industrie, qu'on a réussi en dedans d'une vingtaine d'années de passer de la prédominance de contenu américain sur nos réseaux ou dans nos salles de cinéma, à notre radio, à avoir créé des contenus dont on peut être fier et dans lesquels nos auditoires se reconnaissent. Mais c'est vrai que d'une part, là je regarde plus du côté de la télévision rapidement, ben nous on a un budget de 370 millions cette année. On déclenche 1,2 milliard de volume de production avec ça à l'échelle du pays. L'an prochain, il est fort probable que j'en ai 20 millions de moins. Et l'année d'après, peut-être encore 20 millions de moins, ou plus que 20 millions, ou encore une plus grosse perte que ça. Pendant ce temps-là, comme on le disait, les budgets augmentent. Les valeurs, on est dans un marché où la compétition, elle est là à l'international. Moi, je suis aussi intéressé à regarder Narcos dans une langue que je ne parle pas, qu'un contenu d'ici. Et ça serait la même chose au niveau du long-métrage, Monique, je pense. C'est la même chose que la compétition est de plus en plus grande. Les premières émissions au palmarès en Amérique latine en ce moment, il y en a plusieurs qui sont d'origine turque. Alors, je pense que c'est l'environnement dans lequel on est. Alors, moi, dire on doit continuer à soutenir une diversité de voix, oui. On doit continuer à soutenir notre création, oui. Je dirais créer des contenus forts, F-O-R-T-S, en misant sur le développement, en misant sur la diversité. Mais je pense qu'il faut aussi créer des contenus forts, P-H-A-R-E-S, je ne sais pas d'être cute. Et c'est là que moi je ne la vois pas, cette dichotomie ou cette opposition entre contenu créé d'abord et avant tout pour nous, et par la suite des contenus qui peuvent rayonner. Xavier Dolan, Robert Lepage, un gars, une fille vendus dans 150 territoires. C'est possible. Donc, moi, je vois moins cette opposition-là. Et que ce soit, je trouve aussi dire on veut miser sur l'exportation. Pour moi, c'est trop réducteur. Ce à quoi j'en viens, puis là, je vais voler ton mot, vu que tu voulais que tout le monde l'utilise. C'est plus l'importance de l'exploitation. Alors, oui, on doit continuer à faire ces choses pour des impératifs culturels, pour des impératifs d'identité. Mais le problème en ce moment, c'est que l'interface entre le consommateur québécois, canadien, et les contenus, c'est souvent soit des plateformes qui ne sont pas de propriété canadienne québécoise, soit des éditeurs, si on est dans le domaine du jeu vidéo, ce ne sont pas des entreprises canadiennes québécoises. Là, tout le monde parle depuis un an, c'est le nirvana et le futur, c'est la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Ben, HTC, Vive, Samsung, Oculus, ce ne sont pas des entreprises de propriété canadienne. Donc, moi, je pense qu'on doit tous se soucier et le gouvernement en tant qu'acteur a un rôle pour soutenir
les entreprises qui créent de la propriété intellectuelle, d'essayer d'en tirer une quelconque forme de bénéfice économique. Donc, ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est de dire que je suis entièrement d'accord avec Brian Miles quand il dit qu'on doit avoir une approche plutôt transversale. Je pense que même s'il y a des distinctions importantes entre le milieu de l'audiovisuel, du jeu, la musique, les médias écrits, de l'édition de livres, je pense que dans cet univers numérique et face à tout, avec tous les défis auxquels on fait face, je pense qu'il y a plus de points en commun que de différences. Et nous, même au fond des médias du Canada, ce qu'on essaie de mettre de l'avant dans nos consultations qui prédatent celle de la ministre, c'est de migrer vers un modèle qui n'est plus axé sur les plateformes, mais qui est axé sur les contenus et d'être en mesure de soutenir tous les contenus que les Québécois, que les Canadiens veulent voir, qu'ils soient de courte durée, longue durée, qu'ils soient linéaires, interactifs, immersifs, qu'on les regarde sur un téléphone, une tablette, un ordinateur ou un écran géant. Voilà. Merci. Merci la parole à... Oui, bien, une courte intervention. D'abord, je dois vous dire que je partage tout à fait le plaidoyer de Suzanne Solange, cette espèce de cri du cœur. Ce qui m'étonne un aspect jusqu'ici, moi qui travaille dans le domaine des politiques culturelles, plus dans les ministres comparés de politique nationale, c'est que, d'accord, oui, je suis tout à fait d'accord sur, vraiment, le financement de la culture par l'État, ça doit être renouvelé et même augmenté, trouver des moyens, si on veut, pour soutenir nos industries culturelles, nos contenus culturels. On est une petite nation francophone, à travers les crédits de taxes, l'impôt, des subventions, des exemptions de taxes, on a vu tout un petit peu la panoplie tout à l'heure. Mais si on va au-delà de ça, des revendications très nationales et très territoriales, ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'il n'y a pas de discussion sur les menaces qui sont en dehors de nos territoires, qui sont, par exemple, dans le cadre de grandes négociations d'accords bilatéraux, ou l'accord transpacifique, ou des accords internationaux, où, au fond, comme public, on est très peu informé sur ces contenus et quelle place qu'on fait dans ces négociations-là à la culture. J'ai assisté quelques semaines à une très belle présentation de notre collègue Véronique sur justement l'accord transpacifique. Peut-être avec Trump, ça va tomber. On n'aura plus cette menace-là pour nous année. J'imagine que tu vas nous en parler dans le courant de l'après-midi. Mais il y a quand même certaines menaces dans ces accords-là, de la façon qu'on négocie les contenus culturels, où les États vont pouvoir encore intervenir en matière de politique culturelle, jusqu'à quel point on pourra encore, comme État, élaborer nos propres politiques culturelles dans le cadre que avait défini d'ailleurs la Convention de l'UNESCO de 2005. Ça, c'est une discussion qui s'assoit pour les Radio-Canada, les Vidéotron ou les grandes industries qui travaillent sur des contenus culturels, qui les diffusent. Ça devrait autrement nous inquiéter, hein, parce que, à mon point de vue, de ce côté-là, il va peut-être risquer de se passer bien des choses. Je ne suis pas une juriste. Je travaille à l'analyse de politique, mais c'est quelque chose que quand on travaille à comparer ce que font les États au niveau des politiques culturelles, c'est une préoccupation qui commence il me semble, à émerger et à avoir des recherches probantes sur ce qu'on pourrait faire dans le cadre de justement ces grands accords où les juristes travaillent beaucoup. Voilà. Merci. Est-ce que, il reste combien de temps, Jup? 10 minutes. Donc, je m'allie aux autres qui ont salué la présence de M. Cardin et surtout de M. Fazil, justement. Et effectivement, je remarque que vous êtes souvent dans ces discussions-là, mais en même temps, je ne peux que m'inquiéter de cette espèce de mouvance un peu clientéliste de l'approche du défi et du rôle de l'État, qui est dans le double discours du Fonds des médias et de Vidéotron. Il y a beaucoup d'enfants pauvres de la révolution numérique, mais je ne suis pas sûr qu'on est en train de toucher aux bons enfants pauvres et essayer d'aider les bons enfants pauvres avec ce genre de discours. Donc, je pense que quand même la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on commence à avoir un consensus assez mur à mur sur une taxe Netflix. Si c'est dit par Vidéotron, ça a un certain poids. Ceci dit, il faut mettre les choses en perspective et j'ai écouté votre discours, j'ai regardé en temps réel mon téléphone intelligent, l'action de Vidéotron était à 37$ ce midi alors qu'elle était à 15$ il y a 5 ans.
Donc, il y a des choses là qui sont pas mises sur des pieds d'égalité. C'est la même chose qu'on dit, il ne faut pas que l'État contraigne, il ne faut pas que l'État soit coercitif dans ses approches des politiques culturelles numériques. Je ne pense pas qu'il y a personne qui a dit ça ou qui a eu ce discours-là depuis 5 ou 10 ans. Les gens essaient de trouver des solutions qui sont positives et qui, encore une fois, ne sont pas que des solutions d'exploitation, qui ne sont pas que des solutions d'exportation. Et je suis assez d'accord avec ça, encore une fois. Il y a quand même une différence entre Sophia Loren et Justin Bieber. Il y a des choses qu'il ne faut pas comparer, justement, des âges. Juste clarifier une chose quand on parlait de la taxe Netflix, parce qu'il y a beaucoup de confusion Oui, je sais, sur l'expression. Moi, je ne parlais pas de la taxe Netflix, je ne parlais oui, la perception de la TPS et de la TPS. Oui, non, mais c'est là-dessus que je disais, là-dessus, il y a un consensus assez coast to coast et qui, effectivement, on parle d'un assez gros morceau d'argent qui, effectivement, devrait être mis en opération dans la guerre de 2 ans, j'espère. Allez. Merci. Allez, ben, rapidement, peut-être, mais tu parlais de consensus. Il y a effectivement un combat commun, en fait, qu'on est en train de voir émerger de la discussion d'aujourd'hui. Qui aurait cru que Brian Mize et puis Serge partagent en fait le même objectif qui est de dire il faut qu'on se protège contre la lente agonie de nos médias. Et c'est réel et avec chiffres à l'appui, puis ça, je pense que c'est l'urgence qu'on est en train de tous un peu identifier, et ça mérite nécessairement des mesures, un encadrement, une réglementation. Je ne connais pas tous les détails, mais je donne souvent l'exemple que, par exemple, on a donné des crédits d'impôt à la rénovation domiciliaire. On peut bien donner des crédits d'impôt à la rénovation de notre écosystème. Tu sais, ça n'a pas de maudite allure. Tout est en train, la maison a besoin d'être rafistolée et solidifiée. Par contre, une des choses que je me permets de signaler, je suis d'accord avec Serge lorsqu'il dit qu'il y a à l'heure actuelle un genre de déséquilibre. Parce qu'effectivement, Radio-Canada vient de bénéficier d'une aide, de l'annonce d'une subvention importante sur le plan financier pour les prochaines années. En même temps, j'ai envie de dire, vous faites fausse route en attaquant Radio-Canada, en les mettant dans le même bain que Netflix. C'est pas la même dimension, c'est pas le même univers, c'est pas la même collision. Et ce qu'il faut faire, à mon point de vue, c'est de justement, et là, on se rejoint, le mandat de Radio-Canada doit être revu et corrigé, et moi j'en suis, je l'ai déjà écrit d'ailleurs. Ce que j'ai souvent dit, c'est que, par exemple, il serait absolument important de plafonner le montant d'argent que Radio-Canada pourrait aller chercher en termes de revenus publicitaires. Déjà là, ça ferait en sorte qu'il y aurait un meilleur rééquilibrage et recentrage de sa mission, de son contenu qui serait proposé. Moi, je disais 80% de l'État, mais 20% de publicité, ça m'apparaissait comme étant quelque chose d'à peu près acceptable d'une certaine façon. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que justement, on a l'occasion, je le signalais un peu plus tôt, on a l'occasion de repenser, et il faut que ça soit fait assez rapidement, repenser le mandat de Radio-Canada, pas en jetant le bébé avec l'eau du bain, par contre, parce qu'il y a des mesures transitoires. Il ne faudrait pas que tout à coup on dise « OK, très bien, maintenant on va retirer tout ce qui s'appelle les 40% de revenus que Radio-Canada va chercher en termes de revenus commerciaux et publicitaires. On ne peut pas passer de tout l'un à tout l'autre comme ça. Il faut qu'il y ait des mesures transitoires, mais il y a une occasion à saisir pour repenser et réfléchir à cet avenir. Merci beaucoup, Alain. Est-ce que vous avez des commentaires ou M. Rambaud? Monsieur Rambaud. Je vais juste reprendre ici ce que le président du CFTC a déclaré cette semaine, que les entreprises canadiennes devraient prendre plus de risques et essayer de développer des contenus qui intéressent non seulement les Canadiens, mais les autres, à une autre auditoire possible à l'extérieur du Canada, donc de miser sur l'exportation pour accroître les revenus et faire concurrence à Netflix. Alors c'est une chose qui a été dit fréquemment, à divers moments, mais ça n'a pas eu beaucoup de résonance jusqu'à date. Et les séries que l'on fait sont souvent des séries qui sont très locales
c'est ce que le président appelait les ambitions de clocher, plutôt que de faire des séries qui pourraient être vendues à l'extérieur, tout en étant très populaires ici. Donc, je pense qu'il faut encore croire à la concurrence comme une façon d'affirmer la culture canadienne. Pour Netflix, mentionnons le cas, il y a 860 000 abonnés au Québec à Netflix, qui donne donc une idée de l'ampleur de la chose. Et il y a un sondage qui vient d'être publié avant-hier par la firme Lemay Yates & Associates pour voir quelle est la solidité de la présence de Netflix au Canada. Alors, si on mettait une taxe Netflix équivalente à ce que les ODR paient au fond des médias pour encourager la production de contenu canadien, donc cette taxe-là, si on l'appliquait à Netflix, 37% des personnes interrogées, en parenthèse, c'est au Canada anglais seulement que l'enquête a été faite, et c'est un sondage scientifique avec tout le grain de sel qu'il faut y mettre, comme on a vu aux États-Unis, n'est-ce pas? Donc 37% des Canadiens anglais délaisseraient leur abonnement Netflix s'il y avait cette taxe imposée qui coûterait peut-être entre 25 et 50 $ de plus par année. Et ça, c'est un peu étonnant, mais peut-être pas aussi étonnant quand on sait la philosophie là, que les choses doivent être pratiquement gratuites sur Internet. Et un autre 13% d'autres consommateurs, 13% qui réduiraient leur abonnement, leur choix d'abonnement qu'ils ont présentement, donc élimineraient des stations d'écoute pour réduire le coût de leur abonnement. Et il y aurait sûrement le tiers des Canadiens anglais qui ne réagiraient pas à l'imposition, donc ça serait à payer une taxe pour Netflix. Donc, ceci, ça indique quand même que Netflix n'est peut-être pas aussi robuste, aussi solide comme position au Canada. Il y a soit de la concurrence qu'on peut faire, ou un certain nombre d'autres choses, entre autres, avoir une justice fiscale à l'égard de Netflix. D'ailleurs, si on imposait le droit qui est versé au fond des médias par les ODR au Canada, plus les taxes de vente, le TPS et TVQ dont on parlait, on irait chercher à peu près 105 millions de Netflix. Donc, c'est pas négligeable. Et ce serait dans l'ordre des choses que cette fiscalité-là soit appliquée à Netflix. Dernier commentaire, on peut faire des séries qui concurrencent Netflix et qui peuvent avoir beaucoup de succès à l'international. Alors, un exemple ici, récent de cette année, la BBC s'est associée à AMC aux États-Unis pour produire la série The Night Manager, et qui était tirée d'un livre de John le Carré et qui est faite en de mémoire une dizaine d'épisodes qu'on peut acheter sur iTunes pour 10 $. Et ça a eu un très grand succès dans tout le monde anglophone. Australie, Grande-Bretagne, États-Unis, Canada. Donc, il y a moyen de produire des séries qui font concurrence à Netflix, qui donc n'a pas de monopole en somme des séries qui sont très populaires. Donc, la concurrence peut encore jouer un rôle important dans ces conditions, et la fiscalité aussi. Il n'est pas normal que les sociétés multinationales échappent à la fiscalité du pays. D'ailleurs, l'Australie va imposer, c'est fait, la loi a été déposée, une taxe de 10% à Netflix pour qu'il diffuse en Australie. Merci, M. La justice fiscale, je pense que c'est un mot à retenir.
Fallait que je suis content que on pensait à. Oui, c'est un peu mon rayon. C'est un peu mon rayon, mais effectivement, d'ailleurs, tantôt on a parlé du Fonds canadien, mais effectivement, les institutions en général, dont la SADC. Pauline Simard, président de la SADC. Oui, Pauline Simard. Je pense que la grande question qui est. D'abord, on est dans le numérique, on ne questionnera pas, et on n'est pas des bouddhistes, on sait très bien qu'on ne coupe pas, au contraire, il y a beaucoup d'avantages. Mais je pense qu'il y a un certain nombre d'affirmations qui méritent d'être clarifiées. Par exemple, ceux qui ont fait référence quand la ministre Joly dit la neutralité de l'Internet. Il faut dire, Madame la ministre, qu'est-ce que vous voulez dire par la neutralité de l'Internet? Qu'est-ce qu'exactement ça implique? Les gens ne posent jamais cette question-là. Et je ne sais pas si ça peut y répondre. Non, mais c'est important ce que je dis là, parce que dans les deux consultations qu'on court actuellement, c'est l'avenir de. Je ne le mesure plus en termes d'année parce que les choses changent tellement vite aujourd'hui qu'on sait tous que ça va très, très, très rapidement et parfois il peut y avoir des effets pervers à ce qui est adopté comme politique qui peut complètement arriver à d'autres résultats que ceux qui étaient souhaités. Il me semble que j'écoutais hier Simon Brault, c'était très intéressant de nous élever pas mal au-dessus des pâquerettes sur le sens de la création, du contenu. Il y a des principes de base qu'il faut rappeler. Est-ce qu'on croit encore à une certaine forme de souveraineté culturelle? Est-ce qu'on pense que le Canada et le Québec ont ce droit-là? Alors, si oui, qu'est-ce que ça veut dire dans un monde qui est effectivement, au plan technologique, composé de façon différente? Que l'accessibilité, la contribution au contenu des échanges ne sont plus linéaires, que les blocages géographiques des territoires protégés dans le temps n'existent plus. Quel système on peut mettre en place pour s'assurer qu'on puisse non seulement avoir une certaine souveraineté culturelle, ce qui implique donc qu'on puisse produire ici, créer et produire. Hein? Alors, la création. Et bon, il y a des artistes qui peuvent créer seuls, mais en général, il faut aussi des producteurs. Il y a des créations culturelles qui sont non commerciales, qui ne s'inscrivent pas dans des activités commerciales, qui s'inscrivent dans un autre type de rapport. Et il y a beaucoup de productions culturelles qui sont de nature commerciale. Alors, à ce moment-là, il faut être sûr d'avoir des systèmes en place pour le protéger. Donc, je suis d'accord avec Stéphane Cardin, on ne serait même pas ici dans cette salle, ça n'avait pas d'intervention et de choix de l'État depuis un siècle pour soutenir la culture canadienne et québécoise. C'est pas compliqué, il y en aurait pas. Alors, je parlais ici avec ma collègue de l'Observatoire européen. Chaque fois que j'arrive au marché de Cannes, je regarde les données, c'est ma Bible, quel film marche dans quel pays. Puis, le Canada, on n'existe même pas, c'est l'Amérique du Nord. Hein? Je ne suis même pas capable d'isoler le Canada, imaginez le Québec. Alors, ce que je voulais dire, c'est que il faut d'abord réaffirmer ces principes-là, ensuite faire appel à nos autorités gouvernementales, mettez le système qui va s'assurer que ce principe est respecté et mettez à contribution désormais ceux qui transmettent la valeur des contenus. Moi, je trouve que les gens se font. Netflix, c'est une application à laquelle vous ne pouvez avoir accès que parce que vous avez un branchement quelconque, que vous avez un abonnement, et à partir de cet abonnement-là, vous avez une application que vous pouvez décider de prendre ou pas. Spotify, c'est la même chose. Alors, la connexion Internet est une transmission de valeur. Votre abonnement téléphone est une forme de transmission de valeur. Comme l'application que vous avez à choisir est aussi un transmetteur de valeur, mais le réseau social aussi est un transmetteur. Il y a autant de vidéos qui se transmettent maintenant sur Facebook que sur une application que vous allez payer comme telle. Donc, je pense qu'il faut démêler l'ensemble. Et au fond, c'est ceux qui sont les transmetteurs de valeur de contenu qui, dans l'ensemble, doivent être mis à contribution selon un pourcentage ou un autre, une règle, pour pouvoir contribuer à financer ce contenu. Si le Fonds des médias du Canada n'existait pas, c'est pas juste Radio-Canada qui n'aurait pas d'émissions soutenues, c'est aussi TVA, c'est aussi l'ensemble des télévisions privés. Alors, les capteurs de valeur,
la captation de la valeur du contenu. Les capteurs de valeur, il faut les reconnaître, il faut les distinguer et il faut les mettre à contribution sous une forme ou sous une autre. Moi, je ne vois pas comment on peut s'en sortir autrement. Je ne vois pas. Et évidemment, les choses élémentaires, la justice fiscale. Ça va de soi. Quand la ministre est toujours en train de se faire avoir par la fameuse taxe Netflix, c'est une question secondaire par rapport à l'ensemble du portrait. C'est évident pour que Netflix paye des TVP, TPS et tout ça, comme les autres entreprises. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il faut un petit peu arrêter de s'éparpiller, puis il faut se ramener sur les essentiels. Sinon, c'est trop facile. Là, on va tomber dans des discours de sémantique, de ci, puis de technologie, d'un langage qui est... Le citoyen canadien ne comprend rien au langage technologique du CRTC. Ça, c'est sûr. Et en venant au CRTC, en passant, l'exemple, c'est la Scandinavie. Moi, c'est mon domaine. Moi, je parle avec les producteurs de bridge, suédois, les Islandais ou les Finlandais. Je les connais. Je parle avec eux autres. Ils ont fait ces séries-là pour eux autres en premier. Ils les ont pas faites pour le monde entier. Ils les ont faites pour eux autres. Ensuite, regardez, c'est assez scandinave, c'est guéri, c'est très bon. Mais ils ont fait d'abord pour eux, pour leur public. Len O'Farrell, qui fait un succès fou avec TVO, il produit ses trucs jeunesse pour les petits franco-ontariens. Ça donne que c'est bon. Puis là, ils les exportent aux États-Unis. Il n'y a pas de contradiction entre un et l'autre. Alors, je trouve qu'on est en train de nous amener sur des chemins qui sont des fausses pistes. Bon, je ne suis pas naïf, je sais bien que tout n'est pas exportable. Mais par exemple, je prends les bougons. Les bougons, ça va sortir en film là, bientôt. Les bougons. Les bougons, vous allez me dire, c'est pas exportable. C'est évident que c'est pas exportable. Et le concept des bougons, parce que croyez-moi, des bougons comme ça, il y en a dans tous les pays. Non, mais c'est ça que je veux dire. Donc, il y a une espèce d'obligation de rigueur entre les choses dont on parle et les choses qu'on compare. Voilà. Je pense qu'on a terminé, hein, parce qu'on... Une dernière intervention. Mais merci pour ton texte. Parce que j'en sais une chose, ce que tu as dit qui était toujours intéressant. Puis, il faut s'amener à l'autre sur les priorités. Là. Mais la grande question, puis c'est ça l'idée de ce forum-là aussi, c'est la diversité culturelle. C'est qu'est-ce qu'on met en œuvre pour protéger. Moi, j'aime pas les mots murailles, barrières, tout ça, parce que je trouve qu'il faut s'adapter là. Mais le fond, c'est ça. Mais là, je vais vous donner un exemple. Vous savez pourquoi ça ne pogne pas le Canadien anglais ce qu'il produit? Parce que c'est tout le temps de copier les États-Unis. Ah oui, mais en même temps, c'est un problème. C'est vrai que je comprends, mais c'est un vieux débat qu'on a depuis longtemps avec le Canada anglais. Puis ça, c'est l'histoire du Canada, c'est un vaste sujet, mais c'est sûr que la culture québécoise, ça existe. Moi, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis sur l'exportation. C'est sûr qu'il y a des bons contenus sur tous les temps. Sur d'abord. Dernière intervention, parce qu'on... Très bref, Edwin Fabretti de l'Association nationale des éditeurs de livres. Donc, on parle beaucoup de médias et de Netflix. L'industrie du livre aussi connaît des bouleversements à cause du numérique, même si certains critiques vont ressembler à la musique bientôt, mais pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. Alors, j'ai noté quand même certains points qui ont été peut-être mentionnés par la banque, mais qui sont quand même importants. En 2017, la révision de la loi sur le droit d'auteur, qui a été modifiée en 2012, qui a été modifiée aussi dans une optique de rendre la loi moderne. Ce que je voudrais dire, c'est qu'actuellement, même avec les consultations de Mélanie Joly, tout le monde parle de droit d'auteur, mais on dirait qu'au ministère, c'est pas un sujet qui pogne, excusez-moi l'anglicisme. Et en même temps, on se fait dire de démontrer pourquoi est-ce qu'on devrait la modifier et quelles sont les modifications. Moi, ma compréhension actuellement avec les consultations, c'est qu'on nous demande de nous positionner et d'élaborer des stratégies ou une nouvelle vision de l'écosystème, mais on ne met aucunement en place des mesures pour être capable, dans 5 ans, d'évaluer, de mesurer les changements qu'on va adopter. Et moi, je ne veux pas qu'on me dise dans 5 ans que c'est à moi de trouver pourquoi le nouvel écosystème qu'on a mis en place affecte mon industrie. J'aimerais qu'on mette en place des mesures pour être capable de répondre à cette question dans 5 ans. Je trouve pas ça normal que Statistique Canada sorte des données de 2012 quand je dois démontrer un impact pour 2017.
Aussi, au niveau des données, il faudrait peut-être, avec le numérique, les modifications simpliques, être capable de peut-être faire un peu plus de micro. Au niveau canadien, l'édition de livres est avec la presse et les magazines. Et M. Mize a bien démontré que l'industrie de la presse est une industrie à part entière. Donc, il faudrait être capable de diviser ces données. Aussi, au niveau de Facebook, un phénomène pour le livre qu'on vit, nous, c'est le partage de livres. Donc, on est rendu au-delà du piratage. C'est du partage de masse sur groupes sociaux, des groupes secrets qui s'intitulent « J'aime la tarte aux pommes » tellement qu'ils ne veulent pas se faire dénoncer. Parce qu'ils savent que ce qu'ils font, c'est pas bien, mais ils veulent donc faire. Donc, moi-même, je suis sur 4 groupes de piratage secret. Et on n'a pas vraiment de mesure de les dénoncer. Parce que si je dénonce, ils sont toujours, ce que je vois, c'est qu'ils sont toujours une longueur d'avance sur nous. C'est plus Dropbox, c'est plus ils connaissent des plateformes pour héberger du contenu, et un livre, ça pèse pas comme un film. Donc, on peut avoir des fichiers d'au-dessus de 5000 livres qu'on se partage avec la France, avec le Québec, et on se dit, t'es donc fin, j'ai un problème. Là, c'est un groupe de lecture, c'est un groupe de soutien pour femmes en congé de maternité ou pour personnes en congé de maladie. C'est un groupe de soutien technique. Salut, j'ai le coco, j'arrive pas à la brancher, peux-tu m'aider? Bonjour, j'ai un livre avec un DRM, peux-tu me dire comment le craquer? Oui, parfait, 2 minutes plus tard, le fichier pour craquer le DRM est en ligne. Il y a eu le scandale avec Claude Jutras, la journée même, j'avais le livre de Boréal qui était partagé. C'est incroyable, et quand je contacte la GRC, il n'y a aucune mesure actuellement pour répondre à ce phénomène. Alors, c'est un autre point d'interrogation. Sinon, le numérique, pour nous, le livre, c'est un gros bouleversement. Partout, en fait, on constate que le numérique, c'est un bouleversement du 24 heures qu'on a dans une journée pour travailler, consacré à des loisirs. Le livre est un loisir lent, qu'on consomme souvent de façon solitaire. Donc, ce sont des pratiques, les gens sont de plus en plus versatiles, sont multiplateformes, tu ne peux pas lire un livre en regardant ton téléphone cellulaire. Donc, pour nous, ça a un impact quand même différent au niveau de la consommation du livre, si je peux dire. Et finalement, pour terminer aussi, le numérique, les réglementations internationales, Diane, tu as parfaitement raison. Récemment, la Commission européenne a sorti son avis sur le prêt de livres numériques en bibliothèque, qui va complètement à l'encontre de ce que le Québec a actuellement comme position. Donc, je crois que c'est un très bon exemple qui démontre que le Québec doit réfléchir et se positionner pour développer ses propres outils. Nous, on l'a fait avec l'entrepôt de livres numériques, le prêt numérique avec Biblio Presto, et on est des exemples à l'international, et on est cités en exemple. Donc, il ne faut absolument pas attendre que les autres nous offrent une solution, il faut développer notre solution, même si on est peut-être petit et qu'on manque de moyens pour le faire, c'est absolument essentiel de le faire pour ensuite être capable de porter ces solutions sur la scène internationale. Et finalement, je finirais par dire que le numérique, pour moi, ça passe aussi par l'éducation. Si j'ai été éduquée à l'écologie quand j'avais 6 ans, je pense que je peux être éduquée à respecter la propriété intellectuelle. Et je dis souvent comme exemple que je trouve ça incroyable d'avoir fait des hautes études universitaires et d'avoir toujours eu le 0 plagiat à l'université, mais que j'ai jamais su comment fonctionner les droits d'auteur pour mettre une photo dans un PowerPoint. Donc, il y a clairement un problème d'éducation à la base. Et en même temps, je finirais aussi que pour les industries, le numérique, l'enjeu, c'est la veille. Il faut toujours être à l'affût des nouvelles technologies, être à l'affût des nouvelles innovations, des nouvelles idées créatives, mais aussi être à l'affût des réglementations à l'international, parce qu'actuellement, c'est la planète et les nations entières qui réfléchissent à ces enjeux. C'est ce qu'on voit quand on va dans des foires du livre comme à Francfort, quand on voit la loi sur le droit d'auteur et l'exception pour l'éducation. Actuellement, le monde entier nous regarde, nous, le Canada, et nous dit « Moi, dans mon pays, on va adopter ta réglementation. » Mais nous, c'est moi qui d'autres personnes qui étaient avec moi. Donc, on sent un petit peu la pression. Merci. Merci. Merci tout le monde, parce qu'on a... On n'a pas fait le tour, mais on a avancé. On est proche de ce que c'est.